Bonjour à tous et bienvenue dans ce webcast consacré, vous allez le découvrir, mais vous le savez déjà parce que vous avez reçu et l'invitation et le manifeste, au manifeste des adhérents de l'AAM, de l'association des assureurs mutualistes. Le titre de cette émission est très clair, il dit bien l'objectif, mutualiste, un manifeste pour l'avenir. On va donc parler de ce manifeste aujourd'hui en compagnie de Thierry Martel. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Président de l'AAM, directeur général de Groupama qui nous accueille dans ses studios. Merci pour ça. Et Adrien Couret qui est le directeur général d'AEMA. Bonjour à vous. AEMA, c'est le rapprochement, pour ceux qui n'ont pas suivi, mais je suis sûr que vous avez tous suivi bien évidemment, de la Massif et d'Aesio. J'ai bon. Vous avez piloté le groupe de travail, en l'occurrence sur le manifeste. Vous nous raconterez ça tout à l'heure parce que vous avez mené plusieurs dizaines d'auditions. On n'a pas eu la chance de se retrouver ensemble cette année. Moi, c'est un plaisir que j'ai chaque année de venir me nourrir auprès de vous des débats que vous avez lors de la journée des administrateurs des assureurs mutualistes. Et j'aime vraiment les animer. Donc, on n'a pas eu cette chance, mais ça ne veut pas dire évidemment que l'association est restée inactive, loin de là. On va s'intéresser à l'un des travaux, l'aboutissement de l'un des travaux sans doute les plus importants de l'année qu'on va vous présenter en avant-première, qui est donc ce fameux manifeste que vous avez reçu avec l'invitation et qui réaffirme. C'est un sujet d'ailleurs qu'on a évoqué à plusieurs reprises lors de la journée des administrateurs, à la fois vos valeurs et puis vos engagements. 3 parties dans cette émission, je vais être rapide là-dessus. D'abord la question du pourquoi de ce manifeste, pourquoi il y a besoin de réaffirmer des valeurs aujourd'hui. Puis la présentation d'une étude, vous verrez, passionnante, réalisée par CSA Research pour l'AAM et qui a permis de faire avancer d'ailleurs le travail sur la relation des jeunes avec le mutualiste. Alors il y en a, évidemment, vous avez des jeunes sociétaires, mais souvent, vous le verrez, ils ne savent pas très bien qui vous êtes ni quelles sont les valeurs que vous portez, alors qu'eux sont justement à la recherche de valeurs. Et ça, ce sera très intéressant. On entendra tout à l'heure ces 2 auteurs en duplex. Et puis on entrera ensuite dans le corps du manifeste lui-même en examinant les différents engagements. Évidemment, les 3 engagements sont évidents, économiques, citoyens et puis sociétal. Il y a donc le sujet de la gouvernance, mais aussi le sujet de l'apport pour la société. D'abord, pourquoi? Alors c'est vraiment la première question. On m'a dit tu vas animer un webcast, je dis très bien. Et Thierry Martel, pourquoi ce manifeste? Et est-ce qu'il faut le considérer comme une réponse à la crise sanitaire? Écoutez, non, clairement, ce n'est pas une réponse à la crise sanitaire, puisque cette démarche avait été engagée avant le début de l'apparition de l'épidémie. Pour faire simple, je pense qu'on peut citer 3 raisons qui nous ont conduits à faire ce manifeste. La première d'entre elles, c'est au fond l'AM est un enfant tout jeune. Ouais. Il n'y a pas si longtemps, la famille mutualiste était divisée entre les adhérents de la FFA d'un côté, du GEMA de l'autre. On est tous sous une même bannière mutualiste, on s'est réunis dans une association commune, mais on pratique tous notre mutualisme de manière spécifique. C'est ça aussi qui fait la richesse de nos maisons. Mais derrière cette diversité, c'était quand même intéressant de regarder quel était le dénominateur commun, au-delà de notre définition commune dans le Code des assurances. Qui vous rassemble. Qui nous rassemble, ce qui nous lie, pour reprendre le titre d'un film que vous avez peut-être, pour certains, présent à l'esprit. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, au-delà de notre définition juridique, au-delà des articles du Code des assurances, on s'identifie et on se reconnaît les uns les autres comme des mutualistes. Et ça, je pense que c'était important de le creuser, d'abord pour aller au fond de cette analyse, mais aussi peut-être pour mieux nous connaître, parce que ça a été un foyer d'échange, un creuset d'échange absolument fantastique. Donc, il fallait l'écrire, le poser. L'avantage, quand vous astreignez à un exercice comme ça de mise en forme, c'est que vous creusez les sujets et vous allez au fond. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, indépendamment de la diversité des formes, on a un noyau commun qui est extrêmement fort. Donc ça, c'était la première raison de cette démarche, de faire émerger ce noyau commun. La deuxième chose, je pense que depuis le début de ce 21e siècle, plus que jamais, la recherche de sens est présente dans notre société, et la recherche de sens économique. Au fond, on est passé d'une phase, peut-être le 20e siècle, de la consommation débridée, de produire pour produire. On voit bien qu'aujourd'hui, on recherche produire pourquoi. C'est plus l'homme au service de l'entreprise, mais l'entreprise au service des hommes. Et c'est ça qu'on a cherché aussi, je crois, à mettre en lumière et à mettre en exergue à travers ce manifeste. Et puis enfin, il y a l'actualité de la loi Pacte. Et enfin, voilà, c'était le 3e point, c'est l'actualité de la loi Pacte. Là aussi, je crois qu'on peut être très fier, parce qu'au fond,
la loi Pacte ne fait que reprendre ce qui était nos fondements, ce qui a été notre démarche initiale, en la mettant comme des textes, en la mettant dans des textes et en faisant quelque part une forme de référence. Et vous, tous qui êtes porteurs de cette dimension mutualiste, de cette vie institutionnelle, je pense qu'on ne peut être que très fiers du fait que la loi Pacte reconnaisse notre démarche comme étant la plus moderne. À mission. L'entreprise à mission. Vous êtes naturellement vous. Absolument. Mais ce que d'autres, du coup, s'approprient désormais. Alors vous dites c'est une reconnaissance, moi je dis aussi c'est une nouvelle concurrence. On en a parlé d'ailleurs ici même il y a 2 ans. Moi je pense que la copie fait jamais mieux que l'original. Maintenant, il ne suffit pas de s'affirmer mutualiste, il ne s'agit pas de s'affirmer plus ouvert, plus inclusif, plus participatif que les autres. Il faut le prouver, il faut le démontrer. Et je pense que ce manifeste rentre aussi peut-être dans cette démarche de communication que nous n'avons pas suffisamment cultivée. Peut-être parce que ça nous paraît tellement naturel du fait qu'on baigne dedans tous les jours. Moi, je vois bien, dans une maison comme la mienne, les mutualistes Groupama savent ce que c'est que le mutualisme Groupama, mais quand on va voir son voisin de palier qui n'est pas chez un mutualiste et qu'on lui demande ce que c'est que le mutualisme, eh bien, il a un peu de mal à répondre à cette question. Donc, sous l'impulsion d'Adrien, que je remercie, ça va être une fantastique plateforme de communication qu'on vient d'élaborer. Oui, on est d'accord que c'est aussi une réponse à la crise. J'ai compris, vous l'avez dit tout à l'heure, ça n'a pas été lancé, ça a été lancé avant la crise, donc entendu, mais pour le coup, la crise le rend d'autant plus d'actualité. Je pense que la crise a surtout été, pour nous, l'occasion de démontrer que le mutualisme, ce n'était pas une forme d'assurance comme les autres. Au fond, quand on regarde aujourd'hui la perception que nos concitoyens ont du secteur de l'assurance, ils font clairement une différence entre la manière dont les mutualistes et les capitalistes ont répondu aux problématiques de cette crise. Adrien Couret, ça veut dire quand même que le mutualisme est challengé ? Oui, un peu bousculé parfois ? Ah oui, il l'est d'ailleurs au même titre que énormément d'autres formes et de structures. Mais avec un paradoxe, et que Thierry a bien souligné, c'est qu'on est challengé, les gens ne connaissent pas forcément bien le mutualisme, alors que pour la moitié de la population est mutualiste, par le biais des contrats d'assurance auto ou des contrats d'assurance santé. À l'insu de son plein gré. À l'insu de son plein gré. On peut être mis aussi dans un pot commun d'une certaine façon, et on l'a été durant la crise sanitaire. Et pour autant, quand on regarde les enquêtes d'opinion, les enquêtes d'image aujourd'hui, les mutuelles sont les marques qui sont les plus plébiscitées sur le secteur de l'assurance. Donc il y a un véritable enjeu, je reprends le mot de Thierry, de communication, de valoriser ce que nous sommes, par la preuve, aussi de faire famille. Parce que c'est vrai que ce travail, il a amené à aller dans le profond de notre identité et parfois de nous rendre compte que, bien que faisant partie d'une même famille mutualiste, eh bien, on a des différences assez significatives parce qu'on n'a pas la même histoire sociale, on n'a pas le même enracinement. Et donc, nommer notre différence dans une société de la communication, et on l'a vécu, cette accélération pendant la crise sanitaire, c'est absolument fondamental. Pour ça, il faut une plateforme, il faut des expressions, il faut des valeurs, il faut des engagements, et c'est ce que le manifeste aura vocation à faire. Enfin, une volonté de démontrer au travers de preuves concrètes et précises. Ce que disait Thierry à l'instant. Exactement. Et parce que dans le fond, le mutualisme, c'est ça, c'est une pratique plus qu'une idéologie, plus qu'une politique au sens large du terme. C'est des choses qui sont apportées concrètement pour les sociétaires, c'est des actions, des intérêts qui sont alignés, et c'est ça qu'on a voulu porter. La crise sanitaire, ce qu'elle a mis en exergue, c'est un besoin d'expliquer, un besoin de faire de la pédagogie, et on a aujourd'hui toutes les armes pour montrer la plus-value que les mutuelles, elles apportent aux sociétaires et à la société. Assurer, c'est rassurer, et pour rassurer, il faut évidemment mettre des preuves sur la table. Et on en a mis pas mal durant la crise. Ouais. On va continuer à en parler. Alors, un des sujets, vous l'avez compris, évidemment, c'est de faire passer ce message au grand public, mais au-delà, de manière plus précise, à destination des jeunes générations, qui pour certains, je le disais tout à l'heure, sont vos sociétaires. Évidemment, vous avez dit un Français sur 2 tout à l'heure, par définition, ça ne se coupe pas en tranches d'âge de manière aussi claire que ça. Mais qui disent à la fois qu'ils sont à la recherche de valeurs et qui ne savent pas quelles sont les vôtres forcément. Et c'est ça qui est intéressant dans l'étude qu'on va vous présenter maintenant. En quoi êtes-vous différent ? En quoi êtes-vous perçu comme différent ou, au contraire, pas perçu comme différent par ces jeunes générations ? On va en parler avec les 2 auteurs de cette étude qui nous rejoignent maintenant. On dit en duplex sur les plateaux de télévision, on dit en visio désormais, maintenant que nous sommes de grands habitués de la visioconférence. Bonjour à toutes les 2, Linda Lupovici et Anne-Laure Marchal. Merci d'être là. Linda Lupovici, vous êtes qualitativiste, ça veut dire que vous êtes spécialiste des études qualitatives. Le quantitatif, c'est quand on fait du chiffre.
quand on prend un échantillon de Français, 2000, 5000, 10 000, etc., le qualitatif, vous nous expliquerez comment ça marche tout à l'heure avec un petit point de méthodologie, mais le qualitatif, c'est quand on réunit une dizaine de personnes qu'on a bien sélectionnées, qu'on les fait parler, qu'on les pousse à parler, si on le dit en quelques mots. Et puis Anne-Laure Marchal, vous êtes vous directrice de projet du côté de CSA Research, et vous avez évidemment emmené tout ça pour l'AAM, études sur les jeunes et le mutualiste. Anne-Laure, j'ai envie de me tourner vers vous d'abord. Me tourner, c'est évidemment virtuel, mais en tout cas de vous adresser la première balle. Qu'est-ce que finalement les jeunes connaissent du mutualisme et comment est-ce qu'ils le perçoivent? Bonjour à tous. Alors déjà, on est ravis de vous présenter les résultats de cette belle étude sur en effet le rapport des jeunes au mutualisme. Alors déjà, peut-être un petit point en effet sur pourquoi cette étude. L'idée, c'était vraiment de connaître de manière approfondie, de vraiment avoir des données très approfondies sur le regard porté par les jeunes sur le mutualisme et également de pouvoir définir en fait des axes, les grands axes de discours, les discours les plus porteurs pour leur parler. Alors on peut aller voilà, sur la slide suivante. Euh, la teneur, quelle teneur en fait du récit ils attendent, les messages les plus efficaces, bien sûr, pour toucher cette cible, et puis la tonalité réellement des discours en fait qui vont parler à cette cible très spécifique. On le verra. Peut-être sur la slide suivante, un petit point en effet sur vraiment la méthodologie. Vous le disiez, c'est une étude qualitative. Une étude qualitative, c'est donc le fait de regrouper en effet des personnes, une dizaine de personnes. Alors là, on les a regroupés en visio, nécessairement du fait du contexte sanitaire. On a réuni 3 groupes de jeunes âgés de 20 à 29 ans. Donc c'était 3 fois 7 jeunes. Certains avaient déjà en fait une assurance chez un assureur mutualiste, soit pour l'automobile, soit pour l'assurance habitation. Certains non, c'est le deuxième groupe. Et puis, le troisième groupe qui a été réalisé là, à Paris, en région parisienne, c'était en fait un panachage entre certains jeunes qui avaient des assurances et des assureurs mutualistes et certains autres qui n'en avaient pas encore. Ces groupes ont duré chacun 2h30. Pendant 2h30, Linda, qui va ensuite vous présenter les principaux enseignements, a échangé avec eux et l'idée c'est vraiment de les faire parler pour aller au plus profond de leur représentation en fait, pour voir ce qu'ils savent du mutualisme, des assureurs mutualistes, comment ils perçoivent ce mouvement, ses valeurs et comment ils perçoivent les assureurs aussi, la spécificité éventuellement des assureurs mutualistes. On peut aller en slide suivante et puis Linda voilà, va prendre le relais pour vous présenter les principaux enseignements. Merci Anne-Laure. Donc effectivement, cette étude qualitative va montrer que il y a déjà des éléments qui résonnent avec ce que vous avez pu évoquer, notamment le fait que de nombreux participants étaient mutualistes à l'issue de leur plein gré. Et effectivement, on a pu se rendre compte dans le recrutement qu'il y avait peu de jeunes qui n'avaient pas un contrat mutualiste, sauf qu'ils ne le savaient pas évidemment. Donc on peut se dire qu'il y a une forte pénétration sur le marché assurantiel. Alors, pour resituer le contexte de l'étude, donc nous sommes partis d'un guide, ce que nous appelons un guide, on va dire que c'est un peu comme un conducteur pour l'interrogation, qui est plutôt en entonnoir et qui a été structuré en 5 parties. Donc, première partie, la prévention des risques, de manière spontanée. Deuxième partie, là aussi, la perception du mutualisme en spontané. Ensuite, une troisième partie pendant laquelle nous avons fait un peu de pédagogie sur le mutualisme. Une quatrième partie, donc une fois qu'ils ont découvert le mutualisme, l'adhésion qu'ils pouvaient en avoir. Et enfin, en 5e partie, des tests de communication que nous avons faits à l'aveugle, c'est-à-dire qu'il y avait aussi bien des marques du secteur mutualiste comme du secteur assurantiel plus classique, et donc sans jamais dire que la marque était mutualiste ou pas. Et ce qui était intéressant, enfin vous le verrez plus tard dans la communication, c'est comment ils pouvaient arriver à repérer des éléments qui faisaient mutualiste. Alors,
Pour commencer, donc de manière très spontanée, l'idée de s'assurer représente des contraintes. Quand on parle tout simplement de prévention des risques, pour partir de manière très très large, déjà à ce stade, nous avons une première alerte sur la terminologie et la manière dont les jeunes comprennent de quoi on parle. Effectivement, la prévention des risques fait penser d'abord au fait de se prémunir à titre individuel contre des risques. Donc ça peut être j'attache ma ceinture de sécurité, je m'achète un casque quand je suis à moto ou j'installe une caméra chez moi, etc., etc. Où l'idée de prévention draine évidemment des représentations de prévention de la part de l'État, de campagne préventive. L'idée de s'assurer ne vient vraiment que dans un second temps. Et en général, c'est associé à des situations plutôt négatives, c'est-à-dire contraintes, de la pénibilité pour faire des recherches. Et malgré la prise d'autonomie et d'indépendance que vivent les jeunes à ce moment-là, il n'y a aucune dimension heureuse dans le fait de s'assurer. Slide suivante, s'il vous plaît. Par conséquent, lorsqu'ils sont face au fait de choisir une assurance, leur processus, ça va être quoi? Les critères de choix vont être surtout la facilité et le prix. La facilité, c'est par exemple avoir tous les contrats dans une banque ou prendre l'assurance de ses parents, c'est-à-dire limiter vraiment le temps de recherche et le prix qui fait effectivement, qui va faire loi, en tout cas dans le choix. En revanche, le rapport qualité-prix intervient assez peu pour cette cible, sinon lorsqu'il y a une projection sur le long terme, c'est-à-dire qu'il y a déjà un achat immobilier, lorsque par exemple on troque sa vieille voiture pour une voiture un peu plus solide, ou pour ceux qui ont déjà des enfants. Et là, effectivement, il y a une projection à long terme qui va faire intervenir le rapport qualité-prix. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, en défrichant les connaissances des jeunes, nous pouvons dire que dans l'ensemble, ils ont une très faible connaissance et une très faible lisibilité du secteur assurantiel. Et surtout, on peut ajouter aussi qu'ils ont très peu d'intérêt pour ce domaine. Lorsqu'on leur demande de distinguer différentes marques, on leur a demandé de citer des marques d'assurance, donc ça a été pêle-mêle, et après on a demandé de faire des familles. Donc, la manière dont ils procèdent à la catégorisation se fait en fonction des missions supposées. Là encore, on n'a aucune certitude sur les missions, mais en tout cas, ce sont les missions qu'ils supposent et qu'ils attribuent aux marques. Ce qui nous donne trois grandes familles. On a d'abord les assurances classiques. Vous, c'est vrai que vous appelez capitaliste. Il faut savoir que là aussi, c'est un mot qui ne sort pas tout de suite, voire pas du tout chez les jeunes. Les acteurs qui font banque et assurance, alors là, vous seriez surpris de tout ce qu'on met dans la famille banque et assurance. Effectivement, il y a aussi bien la BNP que Carrefour et des interrogations sur 7LM. Est-ce que 7LM, ça va dans cette famille ou pas? Et pour une minorité, une famille mutualiste qui très vite s'avère être une catégorie qui est issue de la confusion entre mutuelle et complémentaire santé. Et cette confusion-là, c'est vrai qu'elle est faite par les jeunes, mais je suis pratiquement sûre qu'elle est faite un peu par tout le monde, c'est-à-dire même dans des catégories d'âge plus élevées. Et que donc de nouveau, nous sommes mis face à une question de terminologie sur laquelle on bute. Alors, les marques d'assurance, en général, elles sont connues par les parents, c'est un des premiers vecteurs, la communication qui passe à la télé ou à la radio, ou encore la présence comme ça de ces marques d'assurance qui existent dans le paysage français. À l'exception toutefois des complémentaires santé, donc qui peuvent faire une famille à part, qui selon les jeunes ne communiquent pas et qui ont été connus soit par l'inscription à l'université, donc tout d'un coup on découvre une marque, soit par l'employeur. Et d'ailleurs, il y en a qui pensent que certaines marques, on va dire par exemple Allianz, ne font que de la complémentaire santé, c'est-à-dire pour eux de la mutuelle, parce qu'ils l'ont découverte par le biais de l'employeur. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, de manière spontanée, on peut dire comme ça
que le mutualisme est vraiment accompagné d'un pressentiment, le pressentiment d'un humanisme qui tient surtout à cet amalgame entre la complémentaire santé et donc il y a l'idée d'un domaine qui est recouvert, qui est celui des soins et de la santé. Dans ce cadre, il y a un imaginaire très positif qui se dégage et les associations qui sont faites à propos du mutualisme se structurent autour de la notion de collective et de plein de valeurs nobles, c'est-à-dire le partage, le rassemblement, la solidarité, l'écoute mutuelle même. Et en allant plus loin, lorsque les jeunes définissent le mutualisme à leur manière, on peut se rendre compte que pour eux, ça s'inscrit complètement dans le modèle social français. En fait, pour eux, le mutualisme s'apparente à un système de répartition qu'ils associent complètement à la retraite ou à la sécurité sociale. Voilà, alors, slide 9. Après cela, nous avons procédé à une phase de pédagogie où nous avons donné des définitions et évidemment, cette phase de pédagogie est totalement indispensable et le système mutualiste est une véritable découverte pour les jeunes. Avec une clé de voûte qui apparaît de manière évidente, c'est le but non lucratif. C'est vraiment ce qu'ils découvrent et qui pour eux va être la clé de voûte de tout ce système. Et tout d'un coup, il y a des références qui se font avec des marques, celles qui emploient le mot mutuel, pour ne pas le citer, par exemple le crédit mutuel, avec tout d'un coup une compréhension qui leur apparaît évidente, là encore, avec l'amalgame qu'ils ont pu faire entre la complémentaire santé et la mutuelle. Et c'est vrai que tout ça, ça s'entrechoque. Alors ma mutuelle, en fait, c'est pas une mutuelle ou c'est quand même une mutuelle, voilà. Reste la notion de sociétaire que vous avez déjà évoquée, qui reste ambiguë pour certains. C'est-à-dire que même quand ils assimilent des notions importantes, notamment ce but non lucratif, l'idée de collectivité, l'idée d'égalité, voire l'idée de démocratie interne, l'idée de sociétaire peut encore s'apparenter à des gens qui achètent des parts dans une société, mais dans laquelle ils travaillent. Du coup, c'est vraiment une notion qui, jusqu'à la fin, n'arrive pas à s'inscrire de manière définitive dans l'esprit des jeunes. Slide 10. En partant de là, l'attractivité du mutualisme réside réellement dans l'adhésion aux valeurs. Comme vous pouvez le voir sur cette sorte de mapping, en gros, le mutualisme répond à des valeurs et à une éthique qui est totalement absente, tout d'un coup pour eux, dans le monde des banques et des assurances classiques. Le mutualisme apparaît comme beaucoup moins mercantile, ne serait-ce qu'à travers cette idée de ne pas redistribuer à des actionnaires, dans le fait qu'il y a de la démocratie interne et du collectif. Sachant que tout ça est vraiment pris et se fonde sur l'idée du but non lucratif. Alors, ça résonne, ces valeurs, ça résonne exactement à ce que vous avez pu dire, c'est-à-dire ça résonne totalement avec la recherche de sens. Et on peut dire de manière certaine que pour les jeunes, il y a un attrait de principe au mutualisme. Et voir ceux qui se rendent compte qu'ils sont chez un assureur mutualiste, puisqu'ils ont découvert les domaines, etc., il y a même un contentement de se dire je suis vachement content finalement d'avoir pris la mutuelle de mes parents et je me rends compte que c'est mutualiste et franchement c'est des valeurs auxquelles j'adhère, c'est très très bien. Et tout ça, il faut prendre en considération qu'ils découvrent, donc il y a une sorte d'engouement qui est dû à la découverte. Maintenant, si on va un peu plus loin et qu'on approfondit les représentations de manière concrète, ils ont quand même la perception que le mutualisme correspond à une forme d'engagement qui va lui-même correspondre à une certaine maturité, à une expérience de la vie, à des projets à long terme, voire à une aisance financière, et le fait de maîtriser des notions qu'ils n'avaient pas. C'est-à-dire que l'ESS, ils ne savaient pas trop ce que c'était, l'économie sociale et solidaire, ils ne connaissaient pas le fonctionnement du mutualisme. Or, aujourd'hui, quand même, en majorité, les jeunes sont principalement axés sur le prix et sur la facilité pour choisir une marque. Ensuite, tout comme la pédagogie,
la communication est un axe absolument, enfin un levier en tout cas absolument incontournable pour faire connaître le mutualisme. Et là, je passe la parole à Anne-Laure pour la suite de notre étude. Merci Linda. Alors on va pouvoir passer à la slide suivante. En effet, on vous l'a dit, Linda vous l'a dit, on a testé en fait des communications d'assureurs mutualistes, d'assureurs non mutualistes, sans en fait dire aux jeunes quelle était la nature des assureurs au préalable. Et ce qu'on en retient tout d'abord, c'est Linda l'a dit, mais le mutualisme est donc un objet finalement qui est mal connu, qui est mal maîtrisé en fait par les jeunes, et donc ils ont besoin d'être guidés quelque part dans leur compréhension du caractère mutualiste des assureurs mutualistes. Et donc finalement le premier enseignement, c'est que dans la communication, il est important de porter haut le mutualisme et les valeurs mutualistes, d'affirmer de manière très claire, très simple, son appartenance au mouvement mutualiste sans que ça puisse laisser de place à la confusion pour les jeunes. En slide suivante, ici vous avez donc finalement les grands ingrédients d'une communication réussie pour toucher les jeunes. Et tous vont en fait tourner autour d'une idée, c'est de mettre en valeur, encore une fois, ces principes du mutualisme. Comment? Avec un scénario simple, facile à comprendre, qui soit voilà, très clair et sans, vraiment qu'il ne laisse aucun doute sur le caractère mutualiste de l'assurance. Ensuite, vraiment mettre en scène en fait ces valeurs mutualistes qui entrent complètement en cohérence avec celles partagées par les jeunes, et ça de manière quasi unanime hein, dans nos groupes. On nous dit par exemple, le mot bienveillance était écrit vers la fin, ça a flashé. Vous voyez, donc vraiment sur des choses très simples comme ça, qui peuvent donner aux jeunes des indices sur le caractère en fait mutualiste et donc de l'assurance, et donc le fait qu'elles partagent leurs valeurs. Ensuite, parler aux jeunes d'eux-mêmes. Ils se sentent finalement assez oubliés dans les communications des assureurs. Et lorsqu'il y a ce phénomène d'identification qui peut se faire avec les personnages, ils apprécient. On nous dit par exemple, ils mettent en avant les jeunes. Quand on est jeune conducteur, c'est difficile de se faire assurer des fois, donc c'est malin de mettre ça en avant. Ensuite, l'identification aux personnages, mais également aux situations, avec des situations qui vont être connues, expérimentées, des thèmes de la vie quotidienne. Et on nous dit, voilà, des thèmes de la vie quotidienne, qu'on puisse s'y retrouver, qu'on imagine que c'est une situation qui peut nous arriver. Voilà. Sur les canaux les plus traditionnels, TV et radio, sont ceux qui sont vraiment attendus par les jeunes pour ce type de communication. On leur a posé la question sur les réseaux sociaux, mais c'est quelque chose finalement qu'ils n'imaginaient pas tellement en fait pour ce type de communication. En slide suivante. Finalement, comment donner à voir ces valeurs, ça va vraiment être de créer en fait une évidence mutualiste. Encore une fois, on part toujours de ce constat de méconnaissance du secteur, mais qui peut aussi laisser des doutes sur le statut en fait de certaines marques, puisque quand on leur montrait les communications, les jeunes, à part sur certaines, ils nous disaient on ne sait pas si en fait cet assureur, cet acteur-là, il est mutualiste ou pas. Or, on a envie de savoir, parce que les valeurs qui sont portées nous parlent, donc en fait on a envie de savoir quel est le statut, finalement la nature de cet assureur. Et donc, dans la mise en scène des communications, dans les discours qui sont portés auprès de ces jeunes, il va falloir rendre finalement évident le caractère, les mutualistes, encore une fois, de ces acteurs. Alors, comment les jeunes ont en fait retenu différents aspects. C'est d'abord sur la conception du film, avec des films, là, parce qu'on leur montrait des films, et quel que soit le type de communication, une communication et des discours qui vont être simples, clairs, avec de l'émotion. Et là, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne et qui donne à voir en fait le mutualisme. Et puis, encore une fois, cette identification. Une conception qualitative, cinématographique, avec en effet des jeux de regard, des musiques discrètes qui vont encore là donner de la chair en fait à l'émotion et qui en fait quelque part un peu l'émotion mutualiste pour les jeunes. En tout cas, c'est comme ça qu'ils nous le restituaient. Et puis surtout,
donner vraiment à voir ses principes et ses valeurs, c'est-à-dire la proximité, le collectif, la solidarité, l'entraide, sans objectif mercantile. Et là, on y reviendra, c'est très important. Et puis la compréhension. Parce que c'est ces éléments-là, ces tonalités-là, qui pour les jeunes leur font dire ah là on est sur une communication d'un assureur mutualiste, j'ai compris. Ensuite en slide suivante, il y a pour que ça fonctionne également finalement ces discours, il y a une certaine efficacité de la pédagogie. On revient toujours au même constat, méconnaissance quand même très large des jeunes vis-à-vis du secteur. Et puis, les jeunes ont bien conscience qu'en fait, les codes mutualistes peuvent être utilisés un peu par d'autres acteurs et quelque part, et qui pourraient être un peu dupés. Et ça entre dans un contexte qui est bien plus large, qui est à la fois une défiance de cette population finalement assez classique aujourd'hui vis-à-vis de la communication des marques, et puis de manière un peu plus générale également, une certaine défiance face au secteur de l'assurance de manière, là encore, de manière très globale. Et donc la pédagogie va, là encore une fois, permettre de marquer les esprits et d'avoir une empreinte un peu plus forte de la communication. C'est-à-dire qu'il va être nécessaire d'évoquer le fonctionnement réel du mutualisme et de donner à voir des illustrations en fait de ce principe. On nous dit par exemple, on comprend bien que c'est mutualiste, c'est clair, c'est net et c'est précis. Il y a des choses écrites et simples, faciles à retenir et c'est compréhensible par tout le monde. Et ça plaît, c'est efficace et ça marque, c'est vraiment des choses qui ont vraiment marqué les esprits. Ensuite, en slide suivante, merci beaucoup. On voit finalement qu'on a deux registres en fait qui vont un peu, qui vont coexister ici. Le registre de l'émotion, on en a parlé, c'est l'émotion mutualiste quelque part, voilà, qui va vraiment donner finalement la preuve aux jeunes que la communication de l'assurance, c'est bien une communication mutualiste. Et la pédagogie, et là la pédagogie qui va se faire dans la répétition. On peut passer à la slide suivante. Avec, pour l'émotion, de l'esthétique, la scénarisation vraiment et la mise en valeur des principes mutualistes. Et puis pour la pédagogie, l'identification, mais également les chiffres et l'explication en toutes lettres du principe des principes mutualistes. Et on peut passer en slide suivante. Avec finalement le mutualisme, le message que les jeunes retiennent et le message qui va être réellement à mettre en avant dans cet effort de pédagogie et dans cet effort de mise en valeur des principes mutualistes, c'est le but non lucratif. Linda le disait, c'est vraiment la clé de voûte en fait de la compréhension du mutualisme par les jeunes et c'est l'élément qui les marque vraiment le plus. Aussi parce que finalement, c'est ce qui va entrer en cohésion avec leurs valeurs. Et là, encore une fois, on était assez marqué par le caractère finalement assez consensuel de cet enseignement. On nous dit, par exemple, c'est intéressant que ce qu'on paie tous les mois, ça ne va pas payer la villa d'un actionnaire pour le côté non lucratif. Une fois qu'on a dit ça, on a un peu tout dit en fait sur le rapport des jeunes au mutualisme, mais sur vraiment ce pilier absolument fondamental qui est le but non lucratif qui leur permet en fait, parce que finalement c'est simple pour eux en fait à comprendre, ça marque les esprits, ils voient très très bien ce que ça peut signifier et donc c'est un peu la clé d'entrée dans les discours qui vont être les plus efficaces pour parler à ces jeunes. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux, Anne-Laure et Linda, pour cette étude CSA Research en ce qui vous concerne, Anne-Laure et Linda. On a reçu maintenant le message, on sait ce que c'est qu'une qualitativiste. J'ai bon ? Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je retiens aussi l'émotion mutualiste. Hein, il va falloir faire parler l'émotion, il va falloir fendre l'armure du côté des mutualistes. Bon, ok, on entend ça. C'est un public clé. Alors les jeunes, c'est un public très important. Et pour ça, il faut s'extraire un peu même de la pensée de l'assureur qui voit une catégorie statistique
dans une courbe de mutualisation. Ouais. L'étude était très intéressante dans plein de directions, et moi j'en retiens 2 choses. Il y a une cote d'alerte et de vraies opportunités. La cote d'alerte, c'est que finalement, on n'est pas réellement identifié aujourd'hui. On est mélangé à d'autres catégories, et ça, on sait que pour gagner une bataille des idées, c'est toujours problématique de ne pas réussir à être bien identifié sur un corpus de valeurs. Et ça, c'est encore plus vrai s'agissant d'une base de métier, l'assurance, qui n'est pas très sexy, hein, il faut dire ce qui est, alors qu'elle parle quand même de la protection des personnes, y compris les plus jeunes. Donc ça, c'est un premier élément, la cote d'alerte. Il y a une génération qui se vit comme immortelle. Quand on est jeune, on se vit toujours comme immortel. La notion de risque n'est pas la même que oui, chez mais les personnes plus, je vais y venir. Et c'est là mature. C'est là l'opportunité. C'est que nous avons un terreau extrêmement favorable. Ce que nous sommes, les valeurs, cette dimension non lucrative, elle parle à cette génération. Et donc, si on accepte de sortir, parce que c'est un petit peu le défaut parfois du mouvement mutualiste, de rester dans une forme de discrétion, d'évidence mutualiste et de modestie mutualiste, eh bien là, il y a une vraie opportunité de faire. Mais par rapport à une génération qui va être très particulière. On parle de la génération quand même qui est née avec le terrorisme, le 11 septembre, qui a vécu une séquelle de crise économique et qui vit maintenant une crise sanitaire. Ça veut dire que son exigence par rapport aux institutions, par rapport aux entreprises, y compris celles qui vont affirmer des valeurs, va être extrêmement significative et extrêmement importante. Ça veut dire que oui, il faut qu'on mette en avant les points qui ont été illustrés, mais il faut qu'on soit prêt à tenir le test de la vérification, de l'épreuve. Avec un point très important, moi ça me frappe beaucoup dans la crise sanitaire actuelle, c'est la question de l'alignement d'intérêts. Si une entreprise fait ça, c'est que son intérêt il est trouvé ici. On le voit avec Big Pharma et les vaccins aujourd'hui. C'est vrai que c'est un élément très fort que l'on peut illustrer, que l'on peut démontrer, mais c'est un sujet sur lequel on va véritablement devoir concentrer toute notre illustration, notre démonstration, notre conviction. Donc, formidable opportunité d'aller convaincre ces jeunes, mais voilà, maintenant, il faut faire preuve. Et nous avons pas mal de preuves dans l'arsenal. Thierry Martel, même sentiment. Oui, alors moi je crois qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites à travers cette étude. Et évidemment, je m'associe totalement à ce que vient de dire Adrien. Moi je crois que je retiens un certain nombre d'idées quand même clés à travers ces messages. Le premier, et vous l'avez souligné tous les deux, c'est de faire un peu de pédagogie pour expliquer l'utilité de l'assurance. Effectivement, quand on est jeune, qu'on soit jeune particulier ou jeune professionnel d'ailleurs, parce que l'assurance, c'est vraiment une dépense qu'on considère comme... en général, là, oui, l'assurance d'une manière générale, on considère que c'est une dépense contrainte, que ça ne sert à rien. Alors quand on est particulier ou jeune professionnel, les jeunes professionnels, effectivement, ils ont plein de choses à payer au départ quand ils démarrent dans la vie. Et ils ne pensent pas que leur premier outil de production, c'est quand même eux-mêmes. Et que la vie peut basculer en une seconde. Une seconde d'inattention, la vie peut complètement changer. Et l'assurance est là, justement, pour créer ces événements qui peuvent malheureusement frapper tout le monde. Donc, faire un peu de démarche de pédagogie sur le fait que les accidents n'arrivent pas qu'aux autres et que l'assurance, c'est quelque chose d'utile qui mérite qu'on s'y intéresse, que c'est quelque chose de noble et pas quelque chose comme c'est souvent caricaturé, assureur-voleur, quelque chose qui se nourrit sur le dos de la population. Voilà, c'est ça. Donc, expliquer que l'assurance, c'est foncièrement utile. Deuxièmement, je crois que la dimension du respect est de plus en plus présente dans nos sociétés. Et de montrer qu'un mutualiste, ce qu'il respecte, ce n'est pas le portefeuille de son client, mais son sociétaire en tant que personne humaine, c'est un discours extrêmement fort et qui peut aller plus loin, d'ailleurs, avec une forme de symétrie entre le respect et la responsabilité. C'est-à-dire que le respect, c'est quelque chose qu'on vous doit, mais c'est aussi quelque chose que vous devez mériter. Et je pense que le mutualisme... Comme sociétaire. Comme sociétaire. A priori, on accorde le respect aux sociétaires, parce que ce sont des personnes humaines et que toute personne humaine a droit au respect, mais tous les comportements ne sont pas respectables. Et qu'à un moment donné, ce respect, il repose sur une forme de réciprocité et de comportement respectable. Le troisième facteur, qui me semble très présent, et les réseaux sociaux n'ont fait que l'accentuer, c'est la notion de communauté. De dire que quand on rentre dans le mutualisme, on rentre dans une communauté solidaire et participative. Ça les intéresse plutôt. Et ça les intéresse. Je pense que c'est extrêmement porteur. Une maison comme la mienne, en fait, on s'est fondé sur des réseaux sociaux d'origine professionnelle au départ, qui étaient les réseaux agricoles. Mais c'est ça, fondamentalement. C'est les villages, les gens qui se sont mis ensemble et qui ont créé des communautés d'entraide. Et ça revient en force dans ce début de 21e siècle. Et c'est vraiment une dimension sur laquelle il faut qu'on capitalise, avec peut-être une dimension sur laquelle il faut qu'on insiste un peu, qui est celle de la fidélité. Les jeunes d'aujourd'hui sont extrêmement zappeurs, ils passent d'une appli à l'autre, ils sont extrêmement utilitaristes, et de dire que non, le mutualisme, ça s'inscrit dans la durée,
quand ils sont jeunes conducteurs, c'est parce qu'il y a des plus anciens qui acceptent de prendre une partie de leur charge qui peuvent être assurés, et à un moment donné, il faudra qu'ils renvoient l'ascenseur. Donc je pense que cette communauté transparente, participative, solidaire, est quelque chose de très important. Et puis la dernière dimension, c'est celle du prix. Oui. Parce qu'au fond, quand ils expliquent que le caractère non lucratif, c'est très bien, en réalité, ils pensent que si c'est non lucratif, c'est moins cher. C'est tout pour moi et moins pour les Voilà, actionnaires. voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Et donc il faut qu'on soit en permanence capable de justifier que notre prix est le prix juste. Parce qu'il faut décoder les mots. Il faut décoder les mots. Derrière la non-lucrativité, c'est quand même ça. C'est que la valeur soit équitablement répartie entre l'entreprise et le sociétaire, et qu'il n'y ait pas un tiers, en l'occurrence les actionnaires, qui viennent s'enrichir sur le dos de tout le monde. Et donc cette notion du juste prix qui a été fondateur quand même dans la création des mutuelles, et Adrien le sait, il est extrêmement bien placé pour le savoir, parce que ça a été quand même le principe fondateur de Jacques Vendier au départ quand il a créé la Massif. Cette notion de juste prix est tout à fait essentielle. Et au fond, à la fin de ces facteurs, moi je pense que la meilleure démonstration qu'on pourrait avoir que le message est perçu, c'est qu'on ait des jeunes qui acceptent de s'engager dans le mutualisme. Parce que c'est quand on aura des jeunes qui lèveront la main en disant « moi je veux être administrateur, moi je veux prendre des responsabilités dans la mutuelle », que quelque part on sera rentré dans le cercle vertueux de la communication capillaire. Parce qu'au fond, aujourd'hui, la communication, elle est beaucoup plus... Administrateur-ambassadeur. Elle est beaucoup plus bottom-up que top-down. Et c'est un effort qu'on doit avoir à tous les instants parce que nos administrateurs en place, il faut de temps en temps qu'ils acceptent de faire un peu de place aux plus jeunes, ce qui n'est pas toujours un exercice très facile. Et j'ai des administrateurs de ma maison qui m'écoutent ce matin, donc le message vaut pour eux comme pour les autres. Je pense qu'à un moment donné, ne pas s'incruster dans ces mandats et renouveler les générations, y compris dans la représentativité mutualiste, c'est très important. Et au fond, le dernier point, que, si vous me permettez encore de dire un mot, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, l'émotion prime sur la raison. L'émotion on le voit, on l'a entendu là. Voilà, intéressant. Y compris sur la question des vaccins. Au fond, aujourd'hui, tout le monde a son avis sur les vaccins, mais sur quoi ? Pas sur des analyses médicales approfondies ou fouillées. C'est sur la représentation qu'on se fait de la pertinence ou de la conviction des arguments des uns ou des autres. Et on le voit bien dans la manière de communiquer. Moi, quand j'ai créé Cerise en 2008, on était sur un modèle très proctérien. Elle est sympa, Cerise. C'est-à-dire un modèle très proctérien, c'est quoi ? C'est problème-solution. On voit qu'aujourd'hui, on n'est plus là-dessus. On est beaucoup plus sur l'émotion. Et au fond, c'est l'émotion qui emporte la conviction et pas la démonstration. Autrement dit, je pense que ce serait une erreur de vouloir passer d'un modèle très proctérien, produit, problème-solution, à un modèle où on cherche à expliquer ce qu'est le mutualisme. Non, il faut donner l'envie. Et l'envie, ça passe par l'émotion. Par l'émotion. Donc vous retenez ce mot, émotion mutualiste, c'est un mot que vous retenez, j'entends. Entrons ensemble dans le manifeste à présent. Il est assez direct, vous l'avez lu bien sûr, il est assez court. C'était un des risques possibles, c'était d'en faire 25 pages. Ce n'est pas le cas. Vous l'avez sans doute feuilleté, ça tient en 2 pages en réalité. Une question de méthode, peut-être d'abord, Adrien Couret, comment vous y êtes fait pour piloter tout ça ? Combien de temps ? Combien de gens ? Une méthode très mutualiste, finalement, qui a permis de mobiliser toutes les forces vives de l'AM, puisqu'on a créé un groupe de travail que j'ai eu le plaisir de piloter, aux côtés également de Sylvain Mortera, un des vice-présidents de l'AM. Et on a rassemblé des volontaires des différentes maisons pour déjà croiser les points de vue, les analyses sur la pratique et les enjeux du mutualisme. Et comme l'a dit Thierry tout à l'heure, ça a été un moment assez formidable, parce que ça a permis de se rendre compte ou de redécouvrir les différentes approches du mutualiste qui pouvaient exister. Comment j'aborde un sociétaire, comment j'aborde un adhérent, comment j'aborde mes actions mutualistes. Et pourtant là-dedans, parce qu'on est tous baignés dans le même milieu social, dans le même milieu économique, eh bien, énormément d'approches communes. Donc on a eu une première approche de consultation très large qui a permis, par sédimentation successive, de revenir au cœur, à l'essentiel du projet. Et puis il y a eu une deuxième phase, peut-être plus de ciselage, de construction du manifeste, effectivement 2 pages extrêmement concises, qui ont pu être partagées avec certains dirigeants des membres de l'AM, partagées avec la COMEX, et puis validées à l'occasion de l'Assemblée générale de l'AM en juin dernier. Donc on a vraiment un bel exercice d'expression collective, à peu près d'une durée d'1 an, malgré la crise sanitaire. Et je tiens à remercier d'ailleurs tous ceux qui ont pu participer à ce bel exercice-là, qui est un point de départ, quelque part maintenant. Très bien. Il va falloir le porter maintenant aussi. Mais d'abord, on va regarder ensemble les faits, les 3 grands chapitres, si j'ose dire, parce que
je l'ai lu, puis je l'ai volontairement lu comme un journaliste ou comme un sociétaire, ce que je suis également. Et donc, il y a 3 grands engagements finalement, un engagement économique, il y a un engagement citoyen, la gouvernance, et puis bien sûr, il y a l'impact, il y a un engagement sociétal, c'est-à-dire l'impact que vous pouvez avoir sur la société, sociale, économique, durable, enfin, voilà, on le voit bien, mais notamment aussi dans les territoires. Ça, c'est une notion qui est importante et qui ressort. Pour chacun de ces 3 engagements, j'ai retenu, si vous voulez, une phrase. Alors, évidemment, c'est toujours trop court, mais les journalistes vont au plus court, vous les connaissez, et je voudrais vous la soumettre pour vous l'expliquer. Et on va retrouver des choses d'ailleurs qu'on avait trouvées dans l'étude tout à l'heure. D'abord, je vais commencer par l'économique. La phrase que j'ai choisie sur la partie économique, c'est la suivante. Notre modèle, on va peut-être la découvrir ensemble, notre modèle ne vise pas la maximisation des profits. Là, on est dans non lucratif, je n'ai pas d'actionnaire, je suis un chic type en gros. Pourquoi il y a besoin de réaffirmer ça aujourd'hui, Adrien Courret? Sinon, pour répondre aux jeunes. Hein. Oui, Thierry l'a dit tout à l'heure. Cette phrase n'est pas une phrase idéologique ou politique. En fait, le mutualisme sur le plan économique, il vise à l'efficacité. Parce que ce que l'on génère quand on est une communauté mutualiste en termes de résultats est réinvesti derrière dans du tarif, dans la qualité des offres, dans la qualité du service. Et ça, quelque part, l'argent ne va pas vers un actionnaire ou vers un autre tiers. Ça c'est un élément extrêmement fondamental. Il faut le redire rappeler. parce que ça n'est pas su, c'est ça que vous voulez dire. Il faut le redire parce que ça n'est pas su et je pense que ça parle concrètement. Parce que c'est essentiel. Oui, le fruit du travail du mutualiste, il reste au mutualiste, assureur, assuré. Ce qui permet d'aborder un deuxième élément, qui est la question du temps long. Chez nous, on peut aborder des décisions, on peut aborder la construction de projets, l'évolution des offres ou des tarifs, dans une approche qui lisse les choses dans le temps. Je ne sors pas du plus 5% ou du plus 10% sur l'année. Exactement. Et en fait, quand on dit ça, on est simplement dans la mesure simple et évidente des choses, parce que ça n'est pas concrètement réaliste d'être dans cette maximisation année après année. Il y a la question de prix juste, que rappelait évidemment Thierry, qui est un élément qui nous tient très à cœur et qui est très concret, parce que ça se reflète aujourd'hui dans des taux de fidélisation de nos mutuelles qui sont très élevés, et puis la France, qui est un pays où les mutuelles sont importants, et le pays où les prix d'assurance auto sont les plus bas. C'est parce que les mutuelles ont tiré le marché vers le bas. Ça, on ne le sait pas, par exemple. C'est peu su, les Français devraient davantage le savoir. Absolument, il va falloir le communiquer. Exactement. Et les mutuelles n'y sont pas pour rien, d'une certaine façon. Enfin, quand on dit qu'on ne vise pas la maximisation des profits, on vise aussi plus largement l'utilisation des fonds qui nous sont confiés, et notamment tout ce qui est de l'ordre de l'investissement, investissement responsable, investissement dans les territoires. Toute notre politique de placement financier, depuis des années, et si j'ose dire des décennies, est orientée vers quelque chose de plus responsable. Et là aussi, nous avons agi comme un aiguillon de marché par rapport à l'économie plus traditionnelle. Alors justement, les assureurs privés ne vont pas tarder, là, dans les jours, les semaines qui viennent, à annoncer leurs résultats. Ils sont si différents des vôtres, finalement, Thierry Martin ? Écoutez, on n'a pas d'indication aujourd'hui sur ce que seront les résultats des assureurs privés. On commence à avoir une vision un peu globale de ce que seront les résultats des mutualistes. Ils seront en très forte baisse par rapport à l'année dernière, de l'ordre de 40 à 50% en moyenne, avec des écarts à la moyenne, mais en gros, sur l'ensemble du pôle mutualiste, ce sera l'ordre de grandeur. Ce qui démontre les propos d'Adrien à l'instant, c'est-à-dire que nous sommes des gestionnaires de temps long. Et quand il y a une crise, quand il y a un choc, on est capable de prendre sur nos résultats pour accompagner nos sociétaires. Nous, on n'a pas de cours de bourse à défendre au jour le jour. Peu importe, si une année est difficile, c'est précisément parce qu'on a accumulé des réserves les années précédentes qu'il faut les mettre à contribution quand le besoin s'en fait sentir. Alors, moi, je ne tomberai pas non plus dans la démagogie. Une entreprise doit être performante sur le plan économique pour être généreuse sur le plan social. Il faut d'abord commencer par créer de la richesse, par créer de la valeur, pour être en situation de la distribuer, et pas l'inverse. Il n'y a que l'État qui soit capable de vivre avec du déficit. Aucune entreprise ne sait vivre avec du déficit. Donc nous devons démontrer notre pertinence et notre performance opérationnelle pour dégager des marges de manœuvre qui permettent ensuite d'être socialement généreux, d'investir dans l'avenir, de respecter nos ratios de solvabilité. Et par rapport à la maximisation des profits, il y a peut-être une dimension que je voudrais rajouter, c'est la dimension sociale. Au fond, la maximisation des profits, elle peut être vue sous 2 angles. 1, on fait payer trop cher pour rémunérer les actionnaires. 2, on pressure les collaborateurs, on les fait travailler dans des conditions inacceptables. C'est pas vrai. Le mutualisme a toujours été soucieux d'avoir des conditions de travail, un respect de la personne humaine, non seulement chez ses sociétaires, mais aussi chez ses collaborateurs, qui, je crois, en ce début du XXIe siècle, fait beaucoup de sens. Deuxième grand engagement, c'est un engagement citoyen. Ce n'est pas celui qui est le mieux identifié par
les jeunes gens, hommes et femmes dont on vient de parler, mais ça l'est quand les générations avancent, en quelque sorte, ou quand les générations mûrissent, pour dire les choses poliment. Je fais partie des mûrs, hein, vous l'avez reconnu, à tous les sens du terme désormais. Je vous cite cette phrase issue du manifeste. Notre modèle mutualiste est ouvert et inclusif. Il repose sur un principe clé, la démocratie. Ça aussi, vous dites, il faut le réaffirmer. Adrien Couret. Oui, et peut-être parce qu'on convoque un grand mot comme la démocratie, ça a tendance à banaliser les choses. Mais en vérité, ça veut dire quelque chose de très fort, c'est que la gouvernance, les décisions qui sont prises au sein de nos mutuelles, c'est pris sur une base élective. Donc déjà, un vote, un système de représentation. Et moi, ce que je trouve très intéressant dans ce système de représentation, c'est qu'il envoie dans l'entreprise un morceau de la société, des agriculteurs chez Thierry, chez nous des représentants des familles, dans d'autres mutuelles des représentants affinitaires. C'est extrêmement fort, je trouve, en plus à l'heure où on recherche à créer des entreprises qui ont un impact social. Chez nous, c'est la société qui est directement dans l'entreprise et c'est ce qui fait que le modèle précédent économique tient et est crédible dans la durée. Donc ce modèle-là, il est absolument fondamental. Il repose sur un certain nombre de principes et de défis qui sont comment, demain, je permets dans les mutuelles de générer cette association, cette participation. Et on parlait des jeunes tout à l'heure. Évidemment, les interrogations qu'ils émettent parfois par rapport au système représentatif politique, eh bien, ils peuvent aussi nous l'adresser. Et c'est tout ce que le digital, la proximité territoriale, le fait de nouer de nouveaux partenariats avec des représentants de cette jeunesse peut nous permettre de faire évoluer très fortement. Donc ce sujet-là n'est pas qu'un sujet qui se situe un peu sur le côté. Il est cœur parce qu'il est central parce qu'il permet une pérennité en fait, du modèle d'entreprise responsable. Les gens qui sont dans l'entreprise seront attachés à ce que le modèle perdure et ce n'est pas une roulette russe ou des changements permanents qui peuvent se faire. C'est la stabilité du modèle mutualiste qui est permis par ce principe électif. Troisième grand engagement, il est sociétal. Là encore, une phrase clé pour l'incarner, pour le transmettre. Nous ne sommes pas des entreprises hors sol. Alors ça, c'est intéressant comme notion. Il y a des entreprises hors sol ? Oui, je pense malheureusement qu'il y en a beaucoup, des décideurs hors sol, peut-être encore plus que des entreprises. Vous voulez dire quoi par là ? Vous êtes enracinés dans le territoire, c'est ça ? Nous sommes enracinés à la fois sur le plan géographique, mais aussi sur le plan humain dans le territoire. Je vais citer deux chiffres sur ma maison, parce que je les ai en mémoire. Chez Groupama, c'est 35 000 élus en France pour 24 000 collaborateurs. Vous vous rendez compte le panel représentatif que ça représente de la population. Nous, on n'a pas besoin de faire des sondages. On a des sociétaires qui, au quotidien, nous font part de ce qu'ils vivent, de leurs besoins, de la manière dont ils le ressentent. Et c'est une richesse absolument extraordinaire et sans aucune comparaison possible. Donc nous ne sommes pas hors sol parce que nous avons des capteurs de terrain qui, au quotidien, nous font remonter l'information. Nous ne sommes pas hors sol non plus parce que nous ne sommes pas des entreprises centralisées à Paris. Les mutualistes sont répartis sur le territoire. Leur siège social, leurs agences, leurs bureaux. Nous faisons vivre l'ensemble du pays en étant présents un peu partout. Et puis, il y a une troisième dimension dont on cite peu et que j'aime à rappeler, c'est que nous sommes des pollinisateurs, quelque part, économiques. Les milliards d'euros d'indemnités que nous versons chaque année, elles vont dans les garages, elles vont chez les médecins, elles vont chez les plombiers, elles vont chez les électriciens. Vous êtes employeur indirect, finalement. Nous sommes employeurs indirects. Nous faisons vivre les tissus économiques locaux d'une manière considérable. Ce sont des milliards d'euros que nous reversons dans l'économie. Et ça, ce n'est pas suffisamment connu. Et ça, cette économie-là, c'est vraiment de l'économie de proximité. Mais cet ancrage, cet enracinement, je dirais d'ailleurs, beaucoup plus territorial, économique, social, il est aussi un ancrage qui vous permet de faire face ou de vouloir faire face aux grands défis, alors socio-économiques, climatiques aussi. Je pense c'est la connexion avec la vie réelle. Il faut avoir une vision globale, avoir une vision stratégique, mutualiser ce qui doit être mutualisé. Je pense au digital, par exemple. On va pas faire du digital local, ça n'a pas de sens. Mais il faut que le digital soit au service du local. C'est-à-dire qu'on le voit, et la crise n'a fait que renforcer ça. La bonne maille, aujourd'hui, c'est quand même la maille du terrain et être au plus près des sociétaires. Nos sociétaires, ils attendent qu'on leur apporte des réponses concrètes à leurs problématiques du moment. Et la problématique n'est pas forcément la même selon qu'on est dans le sud-ouest ou dans le nord-est de la France. À un moment donné, il faut comprendre quelle est la problématique qui se passe à cet endroit-là, à ce moment donné. Moi, je pense, par exemple, au début de la pandémie, qui a frappé beaucoup le nord-est et pas du tout le sud-ouest. Ouais. On n'était pas du tout dans le même contexte. Et bien, il faut être capable d'apporter des réponses qui conviennent à l'instant T
et à un endroit donné. Mais je pousse un tout petit peu au-delà de ça encore, Adrien Couret. Il faut revendiquer une vision pour la société en général ? Être mutualiste, c'est ça ? Être mutualiste, c'est effectivement avoir une certaine idée de la société. C'est une idée qui soit collective. Il y a une forme de générosité, mais Thierry l'a dit, ça n'est pas que ça. C'est dire que être efficace, c'est la société qui se prend en main elle-même. Nos entreprises sont des entreprises sociales. On met le projet économique au service du projet humain et sur des aspects qui sont sensibles de la vie. Tu l'as dit tout à l'heure, la vie peut basculer d'un moment à l'autre. Et donc, c'est revendiquer une forme de mouvement, de forme d'entreprise particulière dans lequel l'engagement a du sens et dans lequel c'est la société, les citoyens, les jeunes qui eux-mêmes peuvent se mettre à leur propre service. Ça, c'est une vision totalement moderne. Ça veut de dire notre soutenir des économie. clubs sportifs, avoir une équipe sur le Tour de France, des dans le clubs mouvement- de foot, des clubs de basket, dans, c'est dans ça ? le mutualisme, il y a quelque chose de ça, de l'idée, le citoyen ou la personne qui, dans son village, participe à la vie de son club sportif, est engagé dans la vie associative, dans sa mairie de proximité. Il mobilise un engagement qui n'est pas très éloigné de l'engagement mutualiste, en fait, qui est la volonté de faire vivre son tissu auprès de lui, de trouver soi-même ses propres solutions, d'être acteur de son destin. En fait, c'est ça le mutualisme. Du coup, vous êtes un miroir social aussi, à l'inverse. On est mieux qu'un bien social, on est la société. Effectivement, c'est mieux. On va vous laisser relire en détail évidemment ce texte parce que chaque mot a été pesé, on le voit bien dans la manière dont c'est rédigé, ce manifeste pour l'avenir, comme dit le titre de ce webcast. Pour terminer, je voudrais vous poser la question de sa communication, évidemment. Ça a été abordé tout à l'heure dans l'étude CSA et c'était très intéressant. Comment vous allez la partager ? Comment vous allez le partager, Thierry Martel, et notamment vis-à-vis des jeunes, mais pas seulement ? 3 volets. Le premier volet, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Vous êtes tous des élus engagés et convaincus que le modèle mutualiste est le bon. Ça va être l'occasion, quelque part, d'aller porter la bonne parole sur le terrain, pas uniquement à l'intérieur de nos maisons, mais à l'extérieur de nos maisons. C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est la communication capillaire, par la démonstration, par l'empathie, l'ambassadeur, qui crée l'envie. Vous savez, moi, j'ai tendance à dire que dans la relation d'affaires, c'est un peu comme dans la relation interpersonnelle. Il n'y a pas de préférence, il n'y a pas de différence. Et à un moment donné, si on n'est pas capable de montrer que le mutualisme, c'est une autre... S'il n'y a pas de différence entre les mutualistes et les autres que le prix, Oui. Quelque part, on est dans la banalisation. Et bien là, ça va être une occasion, je crois, un peu privilégiée de montrer qu'il y a une différence et que cette différence justifie la préférence. Ça, c'est la première... Donc saisissez-vous Saisissez-vous. du texte. Il y a un mini-site qui a été mis à votre disposition qui s'appelle engagement mutualiste au pluriel.fr. On va le voir s'inscrire en bas de l'écran, vous pourrez le noter de cette manière-là. Engagementmutualiste.fr, c'est au pluriel, bien sûr. Voilà. La deuxième chose, c'est que le mois prochain, nous ferons une conférence de presse au cours de laquelle nous valoriserons le travail accompli par Adrien et tous ceux qui ont bien voulu l'aider dans cette entreprise. Et puis, malgré tout, il ne faut pas négliger les moyens traditionnels de communication et nous assortirons tout ça d'une campagne sur les réseaux sociaux et sur le net pour valoriser cette charte. Donc notamment à destination des jeunes. Notamment à destination Même des si jeunes, vous disent évidemment. parlez-moi à la radio, à la télé, c'est encore comme ça que je peux vous entendre. Vous irez les chercher par le digital. Ok, merci beaucoup à tous les deux. On remercie évidemment les deux auteurs du rapport CSA Research de tout à l'heure et je vous remercie aussi pour votre attention. Une précision juste avant de refermer ce webcast. Si vous avez des questions supplémentaires que vous posez, bien évidemment, des précisions, vous n'hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat de l'AMM, le secrétariat général de l'AMM, dont le mail, vous le voyez, s'est affiché en bas de l'écran. Et puis, je vous rappelle, parce que pour le coup, vous allez pouvoir aller vous en servir et le transmettre, l'utiliser comme un outil de transmission, l'adresse du site que vous signalez à l'instant, Thierry Martel, engagement au pluriel, mutualiste, toujours au pluriel, .fr. Merci de votre attention, merci encore à vous deux. Merci Laurent. Et à très vite. Bonne journée à vous. Merci.